ça. J'aime Ça quand tu joues du piano. Merci. Mais là, t'es-tu prête? Fabienne, elle s'en vient. Ah oui, OK. Fabienne Ascherman. Exactement, traductrice d'idées. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Une traductrice d'idées. Ben, Fabienne, elle aime partager, puis accompagner les gens, entre autres par des conférences, puis sur des sujets tabous. Oh, OK. Donc, on va parler d'un sujet délicat. Un sujet délicat, Ça va être quoi? ça va être la mort. OK. C'est pas joyeux. Oui, c'est un sujet, moi, j'avoue que je pense qu'on va apprendre beaucoup. Puis, j'ai bien hâte. Je pense que ça va être inspirant. Puis, je pense que ça peut être effectivement joyeux si on se prépare. Et en tout cas, elle va nous dire, puis on va partager. Mais alors voilà, donc on va plonger dans l'univers de la mort avec Fabienne. Bon, ben, super, parfait. Jean-Marc, OK. c'est parti? Oui. OK. Bonjour Fabienne, ça va bien? Oui, ça va bien. Bonjour à vous deux. Allô Fabienne, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Quand tu es arrivée tantôt, tu disais que tu étais fébrile de venir parler avec nous, mais moi aussi je suis fébrile. J'ai un peu peur. Je dois avoir peur de la mort en général parce que j'ai même peur d'en parler un peu. Ouais. Je sais même pas si je devrais dire la mort ou le deuil ou de quoi est-ce qu'on va parler. Ouais, la mort, c'est un sujet très vaste, la mort. C'est sûr qu'on prendra le temps de parler peut-être d'un aspect de la mort. On parle de la mort. Moi, j'aime parler spécifiquement de ce sujet-là parce qu'on entend beaucoup parler de fin de vie, l'accompagnement en fin de vie. Ça, c'est quelque chose qui est connu, reconnu. On va parler du deuil. Ça, c'est après la mort. Hein. C'est comment les survivants vont se réorganiser dans leur vie dans cette période de deuil qui dure des mois, voire des années parfois. Mais la mort en tant que telle, ça, c'est vraiment ce qui tourne autour des heures qui suivent la mort. Ça, c'est un sujet que je trouve particulièrement intéressant à aborder. Donc là, on parle de combien de temps avant la mort et combien de temps après, ou c'est la mort. Mon esprit cartésien vient de dire t'aimes ça l'humour aussi, là, Fabienne? Vraiment, il y a comme il y a le pré-mortem, le post-mortem. Moi, c'est le père-mortem. C'est vraiment le moment où la mort arrive et qu'est-ce qui se passe dans les heures qui suivent. Ben, évidemment, il y a cette réalité-là, mais comment on peut vivre ce moment-là qui est une nouvelle réalité? Ben, pour la personne qui est décédée, c'est sûr, elle a franchi un seuil que l'on ne connaît pas, mais les survivants, eux, ont à composer avec cette nouvelle réalité. Donc ça, c'est un aspect de la mort parmi tant de sujets qu'on pourrait traiter. On pourrait parler de deuil, hein, on pourrait parler de préparation à la fin de vie, l'aide médicale amoureuse. Il y a tellement de sujets autour de ça. Alors, on se laisse porter, puis on verra là où notre échange nous mènera. Mais oui. Je connais pas statistiquement qu'est-ce qui arrive, comment les gens meurent, mais j'imagine que dans la plupart des cas, on le voit venir. Il y a un cancer qui nous prépare à ça, il y a une autre maladie. Je pense que les accidents subis c'est terrible, mais c'est quand même un petit peu exceptionnel, je me trompe-tu? Je le sais pas, statistiquement, je me suis jamais posé la question, j'ai jamais fait de recherche à ce sujet-là. C'est vrai que de mon expérience aussi, ou de l'époque où je travaillais comme infirmière, c'était des morts quand même relativement prévisibles. Ça arrivait quand même aussi des morts inattendues parce que l'état d'un patient se dégénère tellement qu'on n'est plus capable de le maintenir en vie pour toutes sortes de raisons. Donc, je le sais pas. C'est vrai qu'il y a différentes façons de mourir, on le voit. Hein. Il y a des façons très subies. Quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, un AVC, peut voir ses chances de survie s'amoindrir avec les minutes qui suivent. Les accidents, effectivement, mortels. Mais c'est vrai que dans le contexte d'une mort prévisible et attendue, probablement que c'est ce qui occupe le plus cet espace-là de fin de vie. Comment on se prépare à ça quand on a la chance ou la malchance de pouvoir se préparer au moment fatidique, à ton avis? Ouais, moi je pense que, en tout cas pour moi, se préparer à notre propre finitude, c'est de l'intégrer dans notre vie au quotidien. Pas nécessairement tous les jours, mais bon, il y en a qui vont dire que se lever avec la gratitude d'être encore en vie, on retrouve chez les Amérindiens un peu cette pensée de dire « Ah, mon Dieu, merci, je me réveille et j'ai une nouvelle journée devant moi ». Donc on peut pratiquer cette gratitude-là, mais je pense que parler de la mort, c'est une façon de l'apprivoiser.
Si par exemple on a l'occasion, ça a été mon cas par mon travail de l'époque, c'est de côtoyer la mort, la maladie, la mort, eh bien c'est une façon aussi, nous, de retirer un intérêt de cette expérience-là, parce qu'on l'a vu. Bien sûr qu'on voit des fins de vie ou des morts qui sont tourmentées, c'est pas toujours très reposant, mais en même temps on voit aussi ce qui se passe avec les proches, et on voit ce qu'on aimerait plutôt vivre. Alors si moi j'aimerais, je me le souhaite, mourir paisiblement, à tout le moins pas dans un état de tourment, ben je me dis, il faut que dans ma vie, je m'occupe de mon état de vivante et puis que je partage ce qui m'habite et que surtout d'être en contact avec de beaux témoignages, hein, comme je te le nommais, Amélie, les personnes qui, endeuillées, vont partager des expériences, de belles expériences. Et pourtant, on parle de gens qui ont peut-être vécu avec un conjoint pendant 30, 40, 50 ans, mais qui vont tout d'un coup vous sortir quelque chose. J'en ai des frissons quand j'en parle, mais c'est ça la beauté aussi dans la mort, c'est de partager ces beaux moments, puis dire, il est arrivé telle affaire, une fois que mon conjoint a rendu son dernier souffle, puis alors là, dans les heures qui suivent, il peut se passer des choses absolument magiques. Donc, ça peut être simplement la dernière page d'un beau livre. Tout à fait. C'est pas catastrophique de terminer un beau livre non plus. C'est apprécier les 300 pages. Ça me fait penser... j'ai pas eu beaucoup d'expérience avec la mort, plus quand j'étais jeune, fait que j'avais un regard différent, tu sais, dans les dernières années. J'en ai pas eu tant des gens de mon entourage, mais ma vision est souvent, des gens, par exemple, quelqu'un qui décède, là, on a le salon funéraire, les salons funéraires. Oui. Puis, mais la vie, elle va tellement vite que, est-ce que tu crois qu'on prend assez le temps d'accueillir puis de créer de l'espace à la mort, comme témoin, là, je veux dire, pas le mort, là, le mort, mais est-ce qu'on prend assez de temps justement pour vivre la mort de quelqu'un de notre entourage? Après ça, comme tu partages, de le partager aux gens, tu sais. Moi, en tout cas, là, le réflexe, là, j'ai plusieurs choses là, qui me viennent, là, mais la prochaine fois, aurait quelqu'un qui décéderait, j'aurais envie de lui demander, de la questionner comment c'était, tu sais. Peut-être que spontanément, on n'a pas le réflexe d'en parler, mais d'offrir, de tendre la main ou tendre le micro pour offrir un moment pour partager, en tout cas. Oui. Il y a comme deux choses. Il y a plein de choses, là. Excuse, il y a beaucoup de choses là. intéressantes. C'est une très belle question que tu poses. Est-ce qu'on prend le temps, comme tu dis, on vit dans le monde dans lequel on vit, il y a comme une urgence, hein, toujours. On est actif, proactif. Mais même dans la mort, ça paraît que, puis d'ailleurs on le voit, hein, tout l'aspect des jours qui suivent la mort est très réduit. Bon, on parle d'exposition de corps éventuellement, mais il y a une volonté de faire ça rapidement, et puis on va même trouver étonnant que quelqu'un est encore en deuil, mettons, d'un parent après 2 mois. Et moi, je pense que tu devrais consulter, prendre une médication. Alors, même ça, c'est comme si on voulait pas être en contact avec cette vulnérabilité-là ou cette réalité-là. Puis oui, tendre la main, t'as raison. Puis en même temps, je te dirais que si tu veux en entendre parler, sois prêt à tout entendre. Parce qu'il y a des gens qui disent, je sais pas si je pourrais le raconter à tout le monde, mais voici la chose incroyable qui m'est arrivée quand mon conjoint a rendu son dernier souffle. Il y a des gens qui vont raconter des histoires tellement belles qu'on se dit, ah, ok, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'il y a un aspect aussi pas juste de penser qu'on va entendre quelque chose qu'on peut s'imaginer. Mais on peut entendre des choses qu'on s'imagine même pas. Mais il faut être prêt à le recevoir aussi. J'ai l'impression que la beauté est encore plus tabou que la tristesse dans le deuil. Ça se peut-tu? C'est vrai que c'est paradoxal, hein? Il y a comme une dualité entre mort et beauté, et pourtant, je trouve que ça se marie si bien. On peut tellement cultiver la beauté dans la fin de vie, dans le moment de la mort. Je me souviens avoir encouragé un proche, vas-y. Pourtant, j'ai pas envie, mais en même temps, c'est ça son histoire. Donc dire, vas-y, franchis le seuil. Mais la beauté, c'est que tout à coup ça arrive, tu dis, ah voilà, il a franchi le seuil. Il a réussi, il a été, et puis ça s'est bien passé. Mais si on n'est pas dans cette résistance, hein, autour de quelqu'un dont son chemin de vie, son expérience terrestre se conclut, et qu'on l'accompagne vraiment, il sent qu'il est soutenu dans ce passage-là, comme on soutient un bébé et une maman au moment de la naissance, c'est pareil. Donc c'est comme d'aider à passer à une autre étape. Alors,
si je fais, excuse-moi, si je fais encore le lien avec la naissance comme tu viens de le faire, c'est pas dans le stress que l'enfant va le mieux sortir. On peut peut-être faire la comparaison avec la mort. Hein, Tout à fait. C'est un passage, hein, effectivement. C'est vrai que de nos jours, si j'arrive chez moi, que ma conjointe est décédée, j'imagine qu'il n'y aura pas que de la tristesse, il va y avoir du stress. J'imagine que je vais me sentir en urgence. Oui, c'est vrai qu'on le voit ça. Quand pourtant, et puis tu parlais tantôt des morts subites, des morts attendues, ou prévisibles, on va le nommer comme ça. Eh bien, étonnamment, même une personne qui est malade et qu'on sait qu'elle se prépare à mourir ou qu'on se prépare à la quitter, eh bien, même au moment où la personne rend son dernier souffle ou rend l'âme, toutes ces belles expressions qui traduisent effectivement cet état, eh bien, il y a comme oh mon Dieu! Alors si on est à l'hôpital, on va recevoir une sonnette, dire mon Dieu, il est mort. Tu sais, il y a comme, et je pense qu'il y a un état de panique, de stress qui s'installe. Puis ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que dans ces situations-là, prévisibles évidemment, ben c'est premièrement, il y a plus d'urgence parce qu'elle est morte ou il est mort. Donc, il y a ça, de prendre une bonne respiration, parce que quand on accompagne quelqu'un aussi, on calque notre vie, notre respiration sur ces dernières semaines de vie ou ces derniers jours de vie. On entend même la respiration d'une personne qui s'en va vers sa propre finitude. Ça va se modifier. Il y a des sages-femmes qui vont dire, j'entends où la femme en est dans son travail juste par le son qu'elle émet. Et on peut, les personnes qui sont très concernés par la fin de vie vont pouvoir dire à une famille qui, par exemple, accompagne quelqu'un à domicile, dire « Ah, il y a quelque chose qui se passe, la respiration a changé, le son a changé, donc on peut commencer à se préparer à voir arriver l'événement de la mort, en fait. » Ouais. Donc, est-ce que ça peut être pas un conseil, mais une proposition, en tout cas, moi, ce que tu parles, je le prends comme pas une révélation, mais ouais, ou un conseil de dire, OK, si c'est une mort qui est attendue, ou pas nécessairement, ou que tu es sûr que la personne est décédée. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, j'aurais tendance à appeler l'ambulance. C'est ça. Respire. Moi, je dirais respire. Respire chanceux. Alors que toi, tu peux. Oui, respire. Je vais revenir peut-être dans la partie où une fin de vie est attendue, où il y a quand même quelque chose de cette nature-là. Donc, tu parlais tantôt de, le stress, la panique, dernier souffle est rendu et tout ça. Donc, il n'y a plus d'urgence. Respire. Réapproprie-toi ta propre respiration, en fait. Parce qu'on calque quand même, toute notre vie va être calquée sur cette réalité. Donc, reprends possession un peu de toi, déjà juste par ta propre respiration. Est-ce que j'ai un flash, mais est-ce que justement la panique, c'est que tu arrêtes de respirer parce que lui arrête de respirer? Tu sais, quand tu parles de calque, là, on dirait que là, il y a quelque chose et en même temps, si tu calques ta respiration sur quelqu'un, si à un moment donné, il respire plus, t'es comme... Et c'est là que tu prends conscience qu'il s'est passé quelque chose. Parce que l'expiration n'arrive plus, ou l'inspiration n'arrive plus, donc là, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc oui, il y a cet effet de surprise-là, en fait. Puis je pense, comme tu disais tantôt, Amélie, on vit dans un monde où ça va vite, même donc quelqu'un décède, on est dans l'action, puis effectivement, les gens vont le dire. Dans les jours qui suivent, éventuellement, il y a des choix qui ont été faits, ou qui vont devoir se faire par rapport à une disposition du corps, veiller, etc. Mais c'est peut-être l'information que j'aimerais donner par rapport à la mort, c'est que la loi autorise 24 heures de présence auprès d'un défunt ou d'une défunte. Puis je parle dans un contexte attendu, parce que quand il y a des morts subites, c'est peut-être d'autres choses aussi. Il y a comme peut-être l'autopsie qui arrive là, donc ça c'est peut-être un peu un autre discours qu'on peut tenir. Mais c'est de savoir que dans les heures qui suivent, on peut utiliser cet espace. Moi, je trouve ça important de le savoir. On peut décider d'utiliser ou non. Chacun est libre de le faire. Il y a des gens qui ne voudront pas nécessairement venir auprès d'une personne qui est décédée, même si sa mort était attendue, alors que d'autres, oui. Et puis, je trouve que c'est un espace qui est important de savoir qu'il existe, parce que c'est un bon moment pour commencer à intégrer qu'il y a une nouvelle vie qui commence pour nous aussi. C'est-à-dire qu'on va continuer à vivre avec l'absence physique de la personne qu'on aime.
Alors, tranquillement, pas vite, ça s'installe, puis on peut être seul avec une personne décédée, on peut avoir des frères, des sœurs, des amis, les proches. Je pense quand on parle de c'est important de voir le corps, c'est important pour les proches, parce que là, on a comme une réalité qui est devant nous. Les gens à travers le monde qui peuvent pas se déplacer, une photo fait comme, oui, ta grand-mère est morte, regarde, je l'ai prise en photo, puis ah oui. Donc, on a une image, quelque chose qui s'imprègne en nous, qui va faciliter notre deuil beaucoup. Et je me souviens c'était une expérience qui m'avait beaucoup marquée à l'époque où je travaillais comme infirmière. Il y avait une dame d'un certain âge qui a été hospitalisée, puis finalement elle est décédée assez rapidement, mais c'était pas inattendu, c'était comme dans l'ordre des choses. Et cette dame est arrivée, bon, j'avais un chiffre plutôt de soir ce jour-là, et puis on fait nos tournées, donc aux 2 heures, elle était morte, tu me diras pourquoi faire une tournée, elle est morte. Mais son fils est arrivé, évidemment, il était averti, on avertit la famille, là, en tout cas, dans ce cas-là, c'était un homme, peut-être dans la cinquantaine, qui est arrivé, puis pendant nos tournées, il s'était installé dans la chambre. Et c'est comme si j'avais un tableau devant moi, tellement c'était beau de voir quand je faisais ma tournée, d'aller vers lui, lui demander ce qu'il voulait, boire quelque chose de chaud et tout. Mais il y avait une épuration de l'instant avec cette maman qu'on avait disposée, parce qu'on s'occupe un peu du corps au moment où la personne est décédée, dans les minutes qui suivent, on installe, on fait une toilette mortuaire. Et cet homme-là était assis en regardant sa mère, il avait allumé une bougie, puis il était juste dans ça. Si je pouvais peindre, je pense que je peindrais cette scène, parce que il y avait pas, tu sais, des fois on pense, est-ce qu'il y a des choses à faire? Non, tellement pas. Mais de base, après, tu peux faire des choses, c'est libre à toi. Puis je me souviens, je faisais mes tournées aux 2 heures, j'allais le voir lui, c'est sûr, mais j'allais la voir elle aussi. Parce que c'est beau. Elle était bien, puis lui, il était dans cette nouvelle réalité, cette bougie qui brillait dans cette pénombre. La lumière de la chambre était relativement basse. Et puis, lors de ma dernière tournée, il était parti. Mais il était resté, je sais pas, 4, 5, 6 heures auprès de sa maman. Puis après, il a quitté. Il avait comme fait un processus, un début d'intégration de cette nouvelle réalité. Et tout était calme. C'est le mot calme, douceur, oui, paix, là, dans dans ce que tu témoignes, dans ce que tu partages. En tout cas, c'est ce que je ressens. Oui, vraiment. C'est inspirant. Oui. C'est expirant. C'est expirant. Mais c'est une façon, pour moi en tout cas, nouvelle de voir la mort, tu sais, par rapport à... Je sais pas pourquoi j'ai une urgence. C'est quelqu'un, quand on est enceinte quand même si on sait pas quand on va accoucher, on sait à peu près, mais on le sait que ça s'en vient. Mais des fois, la mort des gens qui nous entourent, on sait pas exactement, puis... Gémeaux, ça peut quasiment être dérangeant dans notre horaire chargé, oui, tu sais. Tout à fait. Tout à fait. C'est pas désolant, là, je vais pas trop juger, mais oui. Aline, c'est tellement un moment important dans une vie. Oui, c'est un moment important dans une vie. Puis je te dirais même que je pensais aux personnes qui sont en deuil. J'ai présentement une amie qui vit un deuil. Mais je me disais, ça peut paraître fou, mais porter du noir, ça se faisait à l'époque, mais c'était un signe social qui indiquait que même si c'est les gens ou notre environnement plus large n'étaient pas nécessairement au courant que, mettons, un parent était décédé, on le voyait sur toi. Aujourd'hui, on le voit pas. Et donc, si on retourne au travail, des fois, je me dis, mon Dieu, quelques jours après avoir perdu un proche, c'est question. Pour moi, ça me questionne socialement. On a tellement plus de place pour la mort qu'on peut, puis je disais tantôt ça, si après 2-3 mois, une collègue pourrait se faire dire, reviens-en, là, ça fait 3 mois, là. T'en reviens pas, là. T'es encore dans ton processus de deuil. Et je pense que si on avait une meilleure compréhension de la mort, ou à tout le moins, une compassion, compatir, c'est pâtir avec. On le vit pas nous-mêmes, c'est pas notre proche, mais on a une compassion. Il y a même des endeuillés. Récemment, une dame qui avait perdu son conjoint me disait, j'en reviens pas, ça fait 1 an, puis l'année qui suit un décès, c'est comme une revisite de la dernière année de vie de la personne. Puis en plus, il y a les anniversaires, les fêtes des mères, fêtes des pères, toutes sortes d'affaires. Qui rappellent. Les fêtes du calendrier. Puis elle avait bouclé sa première année, puis elle a dit l'autre jour, il y a une vague d'émotions qui m'est arrivée, mais un raz-de-marée de tristesse. Puis elle s'est dit, mais d'où est-ce que ça vient cette affaire-là?
Et en fait, c'est vraiment un processus d'oscillation. Il y a des moments où on va bien. On peut être endeuillé depuis quelques semaines d'un proche, mais avoir le goût de participer à un événement social heureux, un mariage, une naissance. Et puis, tout d'un coup, dans les jours qui suivent, alors les gens vont dire « Ah, je régresse parce que je retombe dans... » Non, tu régresses pas, tu avances, mais par oscillation, parce qu'on peut pas toujours être dans la tristesse et le désespoir de ce qu'on est en train de vivre, puis qu'on a besoin, nous, de reprendre notre souffle pour continuer à avancer dans notre deuil, en fait. J'imagine aussi qu'il doit y avoir aussi des gens, dans certains moments dans leur deuil, qui vivent une certaine absence de tristesse, puis qui doivent s'auto-flageller, se juger, ou je sais pas trop comment le nommer, mais être déçu de ne pas vivre la bonne émotion au bon moment. Et je pense que c'est parce qu'on n'en parle pas, et on a comme des idées préconçues, puis effectivement, il pourrait y avoir de la culpabilité. Si par exemple, je perds un proche, puis que 3 mois après ce décès, je participe à une fête où j'ai vraiment du plaisir, ben ça fait penser comme aux veuves joyeuses, par exemple, un peu ce cliché-là. Ouais. Mais c'est pour ça que je trouve que l'idée d'oscillation est intéressante, parce que c'est pas parce que tu as perdu un proche que pendant 1 an ou 2, tu vas être juste une mer de pleurs, j'entends. On a besoin, nous, de nous régénérer, puis de s'approprier cette réalité au travers de notre quotidien aussi. Donc, oui, on peut vivre ou faire sentir le jugement de personnes de l'extérieur, mais faut juste rester calme, rester tranquille, là, puis dire « Ah, aujourd'hui, ça va bien », bien, profite. Ouais. C'est ça le problème avec la mort, c'est qu'on veut pas, tu sais, je sais pas comment dire, mais on veut pas que ça arrive, on veut pas toucher à ça, puis même que si j'évoque le moment de ma mort, je risque de me faire dire « Ah, tu vas attirer le mauvais sort, ouais. » Alors que je pense que tu l'as mentionné, je pense que tu l'as mentionné un petit peu au début, la mort, là on parle de mort physique d'humain, mais la mort est présente dans notre quotidien. Tout à fait. Puis, oui. On vit plein de petites morts dans notre vie. On parle de petites morts aussi dans l'orgasme ou des choses comme ça, mais dans notre vie, c'est vraiment plein de petites morts. On fait tout le temps des deuils, que ça soit professionnel, amical, social, personnel. Des fois, on se dit « Ah, j'aurais tant voulu faire cette chose, mais j'y arrive pas. J'ai pas les moyens ou je suis pas assez équipée. » Qu'importe. Mais toutes ces expériences de s'attacher, se détacher, ça peut être une peine d'amour. Hein. On s'est attaché à quelqu'un, puis on se détache pour toutes sortes de raisons. Mais c'est la beauté de la vie, c'est que ça nous prépare au détachement ultime, qui est de quitter cette vie terrestre-là. Donc je me dis, si on capitalise tout ça, puis qu'on prend nos expériences personnelles au profit de ce détachement ultime, parce qu'en plus, ce qui me fascine, c'est que la mort est un sujet tabou, et pourtant, il y a tellement pas de certitude dans nos vies, mais s'il y en a une, c'est qu'on va mourir. Et on ne s'en occupe pas. Et ça, c'est le paradoxe humain aussi. Donc, on reste quand même dans le sensationnalisme, hein, des catastrophes humaines avec beaucoup de morts, des morts dramatiques. Mais moi, je pense que c'est ça qu'on pourrait aller plutôt explorer. C'est les belles morts, c'est les belles expériences. Puis justement, de regarder autour de nous, parce que peut-être que les gens se disent, bon, je suis mal à l'aise. Il y a des gens un peu, comme tu parlais, des naissances, hein, des naissances qui ont été très difficiles ou ardues, mais d'utiliser, de pouvoir se nourrir de témoignages, de beauté, parce qu'il y en a énormément. Eh bien, nourrissons-nous de ça pour être mieux accompagnés pour nous-mêmes ou pour nos proches. Wow, ça fait un beau mot de la fin, ça, Fabienne. En tout cas, pour moi, là, cette discussion m'inspire beaucoup sur l'ouverture, l'éveil. Là, j'ai envie là, de recevoir là, des beaux témoignages. Puis, mais c'est ça. OK, je vais faire mon mais comment? Un appel à tous. Je vais là pour ça. On va se pratiquer, tout le monde ensemble, là, tous les trois. On va mettre fin à cette émission. On va avoir notre deuil de cette belle discussion-là. Vraiment. Mais il y aura d'autres choses. Après. Il y aura d'autres choses. D'autres choses qui vont germer. On va avoir d'autres discussions, OK, Fabienne, sur la mort. Ah oui, vraiment. On va prendre un autre café. Tout à fait. Merci, Fabienne. Merci de m'avoir invitée. J'étais très contente d'être là.